Dans le cadre des journées d'études sociologiques des Master 2 à l'Université de Lettres de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de sociologie des universités de Tours, Poitiers et Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention d'Anaëlle Goujon, intitulée Les genres en bordel, l'exemple des jeux de rôle en ligne, qui s'appuie sur son mémoire dirigé par Adam Gade et Viviane Albenga. Sa recherche s'axe sur la sociologie du genre et la sociologie des jeux vidéo. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les modifiant pour les rendre plus dynamiques et plus concises. Bonne écoute! Eh bien, merci à tous d'être là et je suis assez contente d'être à Limoges. Vraiment, j'adore et j'adore votre fac aussi. Vraiment, les choses sont incroyables. Bref. Moi, je vais vous présenter un de mes résultats de mon mémoire qui s'intitule du coup « Les genres en bordel ». Ça va être le nom normalement définitif de mon mémoire. Et on va notamment parler du prisme de l'expérimentation de genre à travers les jeux vidéo. Donc, cette présentation s'articule en 4 parties. Sans compter de l'introduction et la conclusion. Donc, je vais d'abord présenter le monde virtuel de Final Fantasy XIV, qui est un MMORPG. Vous inquiétez pas, je vais définir ça après. Ensuite, on va parler de ma place dans mon terrain de recherche. Ensuite, ce sera la question de la transition virtuelle, donc la transition de genre. Et ensuite, on va parler du questionnement de genre, parce que tous les joueurs et joueuses n'en sont pas au même point sur ces questionnements d'identité de genre. Donc, pour introduire, un MMORPG, c'est un type de jeu vidéo massivement multijoueur. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes connectées en simultané dans un monde virtuel qui jouent en même temps, sans pour autant avoir les mêmes objectifs. Certains peuvent préférer faire de l'exploration, d'autres des combats. Ils peuvent jouer en coopération les uns avec les autres, ou pas. C'est un type de jeu vidéo qui n'a pas été trop étudié, en tout cas dans un sens de démographie. En tout cas, le plus récent que j'ai trouvé d'infos sur qui est le public qui joue à ce type de jeu-là, ça date de 2011. Et c'était Berry qui en parlait, et il avait indiqué que les joueurs de MMORPG, c'était principalement des hommes à 88%, âgés en moyenne de 26 ans, qui étaient plutôt représentés dans les CSP, professions intermédiaires. Du côté du jeu vidéo Final Fantasy XIV, qui est un MMORPG, il y a eu un recensement fait par l'entreprise qui a créé ce jeu vidéo-là, où ils ont recensé les avatars, c'est-à-dire les personnages qui étaient joués par les joueurs. Et du coup, on retrouvait 36% d'avatars masculins et 64% d'avatars féminins. Ce qui voudrait dire qu'il y a une grande partie d'hommes qui jouent des femmes, qui créent et jouent des femmes. Donc, en première partie, on va s'intéresser au monde virtuel de Final Fantasy XIV. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran pour vous montrer finalement qu'est-ce qu'on voit quand on se connecte à ce jeu-là. Donc, on peut voir le chat en bas à gauche. On peut voir mes petites actions que je peux faire tout en bas, des menus avec les inventaires, les objets virtuels qu'on a. Et au centre, en violet, qui s'appelle Zarya Piercine, c'est moi. Et les autres personnes que vous voyez avec des identifiants blanc-bleu, c'est d'autres joueurs. À savoir que Final Fantasy XIV, c'est un jeu européen. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs serveurs partout dans le monde. Et là, c'est un serveur européen. Donc, il y a tous les pays de l'Europe et des fois même de d'autres pays qui sont sur ce serveur-là et qui jouent en simultané. Donc, la langue favorisée, c'est l'anglais pour communiquer. Donc, mon mémoire, ma partie terrain, c'est faite uniquement en anglais. Le but de Final Fantasy, c'est quand même un monde fantastique avec une aventure principale où il faut combattre les méchants, sauver le monde. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait des combats. Et souvent, pour avancer dans l'histoire, on a besoin des fois de l'aide de d'autres joueurs. Pour avoir cette aide-là, on fait partie d'une communauté. On se rejoint des fois entre joueurs parce qu'on veut avancer ensemble. Et des fois, parce que c'est aussi des amis qu'on a dans la vraie vie. Et du coup, on veut jouer avec ces personnes-là. Ou des fois, on rencontre des gens dans le jeu avec qui on s'entend bien et on continue. Et du coup, pour pouvoir se regrouper plus facilement, on va créer des communautés. Des communautés qui peuvent être petites, avec 5-6 membres, à des communautés qui sont très grandes, avec des centaines de membres. Ces communautés-là, elles peuvent avoir accès à des maisons virtuelles qui sont designées et créées par eux et qui sont décorées par eux. Là, par exemple, c'est moi devant une maison virtuelle. C'est d'ailleurs la maison qui est mon terrain, d'ailleurs. Et du coup, ces maisons-là, elles ont pour but soit d'enrichir le jeu avec l'idée qu'on peut décorer comme on veut à la manière un peu des Sims, soit pour aussi se regrouper avant de faire des grands combats parce que quelqu'un a un item et l'autre pas, et du coup, on s'entraide là. Et moi, je vais m'intéresser surtout à ces maisons qui sont détournées et qui se transforment dans des lieux où il y a des pratiques romantiques et sexuelles, notamment qu'on appelle IRP, mais je vais revenir sur la notion de jeu de rôle et de RP juste après.
Et du coup, c'est détourné et il y a des rassemblements de gens qui viennent du coup avoir des relations romantiques et des relations sexuelles par avatar interposé, donc par leur personnage. Oui. Le jeu de rôle, du coup, c'est la création et l'interprétation de son personnage, de son avatar. C'est-à-dire que, basiquement, de façon commune, notre avatar, le personnage qu'on crée et qu'on joue dans le jeu, on l'interprète comme un joueur. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'histoire du jeu vidéo, enfin, en tout cas de Final Fantasy XIV, qui a sa propre histoire. Dans le jeu de rôle, on va carrément intégrer l'histoire du jeu et créer son personnage en rapport avec ce monde-là et l'interpréter comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de on se retrouve dans la vraie vie quelque part ou on se téléphone parce que ça n'existe pas. Donc, il y a toute la notion de on se crée une personnalité, on se crée un autre nom, une autre identité. Et du coup, pour la création de l'avatar, le jeu vidéo déjà propose déjà quelque chose avec notamment la question de la race, de l'ethnie, de l'anniversaire, de la religion, qui permettent d'aider à ce jeu de rôle-là. Et enfin, il y a aussi d'autres aspects, l'aspect physique, qui sont à gauche. Et là, c'est pour les femmes. Les femmes, elles ont une petite subtilité en plus. On peut choisir le tour de poitrine qu'elles ont. Et ces avatars-là, on peut les modifier avec des logiciels pirates pour justement pousser le jeu de rôle encore plus loin. C'est-à-dire l'interprétation à son maximum en rajoutant des logiciels pirates. C'est-à-dire que c'est des joueurs eux-mêmes qui les créent par-dessus le jeu. Donc les développeurs sont d'ailleurs contre en général ça dénature un peu le jeu. Et c'est les joueurs entre eux qui font ça pour apporter quelque chose. Et du coup, par exemple, à gauche, c'est mon avatar sans les mods. Donc sans ces logiciels pirates. Et à droite, c'est moi qui l'ai modé, tout simplement. Donc on peut modifier carrément des aspects comme comment la personne se tient. On peut modifier des meubles. On peut aussi, du coup, rajouter notamment des positions sexuelles pour justement les jeux de rôle sexuels. Et du coup, là, c'est l'intérieur de mon terrain qui est un bordel virtuel. Je prends le mot bordel parce que la propriétaire de cet endroit-là nomme cet endroit son bordello. Et du coup, voici l'intérieur du bordello, en tout cas de la maison close, avec notamment des sofas, des gens qui se câlinent en bas à gauche, des gens qui sabrent le champagne, des bars de pole dance. Globalement, il y a beaucoup de monde. Et du coup, je vais parler de ma place du coup dans le bordello, donc du coup dans la maison close, comment j'ai fait mon enquête et comment j'ai pu voir et interagir avec les personnes. Donc, déjà, cette maison close, du coup, elle comprend 22 membres. C'est une communauté avec 22 personnes qui sont tous répartis dans des travails différents. Et à gauche, vous pouvez voir, c'est une photo de la propriétaire qui est Aurora. Aurora, c'est une femme britannique et c'est une femme trans qui est très ouverte sur sa transidentité, qui est assez politisée aussi d'ailleurs. Elle revendique cette identité-là et elle revendique aussi que son bordello, donc sa maison close qu'elle a ouverte, c'était notamment un lieu pour les personnes queer, pour qu'elles puissent expérimenter et jouer et être qui elles veulent, enfin ce qu'elles veulent au grand jour. On va dire que comme c'est assez illégal, on va dire tout ce qui est mode, c'est mal vu, et comme c'est illégal par le jeu, il y a un risque de bannissement si jamais c'est découvert par les développeurs. Et du coup, ce qui fait que c'est une pratique qui est cachée. C'est d'ailleurs pour ça que ça a lieu dans des maisons à part, faites par les joueurs, où il y a des invitations un peu cryptiques qui arrivent des fois dans d'autres espaces pour aller justement dans ces maisons-là. Donc c'est un peu message codé. Et du coup, pour mon accès au terrain, j'avais atterri il y a quelques années dans une maison close sans faire exprès. Et c'est comme ça que j'ai découvert toute cette facette-là. Et du coup, en rejoignant une, comme elles fonctionnent toutes ensemble, elles se connaissent toutes ensemble, c'est comme des toiles d'araignée. Du coup, j'ai pu avoir accès à plein d'endroits. Et c'est comme ça que je suis tombée sur cette maison close qui sera mon terrain. C'est parce que je l'ai trouvée comme ça, comme un fonctionnement de toile d'araignée. Comme c'est une activité qui est un peu illégale, du coup, j'ai un peu négocié mon entrée sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai dû un peu faire mes preuves, que j'allais pas mal parler en tout cas de cette activité-là, que j'avais pas un regard en tout cas stigmatisé, parce que c'est une pratique qui est aussi très stigmatisée, mais j'y reviendrai après. Donc j'ai dû faire un peu mes preuves, être aussi acceptée par les 22 membres aussi, à savoir que le jeu de rôle, je n'y connaissais strictement rien, j'en avais jamais fait de ma vie. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que le jeu de rôle est très documenté sur d'autres sites web, et du coup on peut trouver toutes les normes et les codes sociaux qu'il faut avoir si on veut faire du jeu de rôle, parce que c'est une pratique qui est extrêmement normée, malgré le fait que notamment c'est vendu comme une façon de s'exprimer soi-même et d'être beaucoup plus libre. Donc il y a énormément de codes et de normes à avoir que j'avais pas du tout au début. C'est pour ça que mon intégration, en fait, je suis restée sur le terrain 3 mois. Et du coup, pendant ces 3 mois-là, ça a été vraiment un peu crescendo. Au début, on me parlait vraiment pas. On n'allait pas vraiment vers moi. Et plus j'ai commencé à jouer le jeu, à moi-même faire du jeu de rôle, et plus j'étais à l'aise avec ça, et plus on venait vers moi.
à tel point que j'ai fini très bien intégrée parce que, hop, on a fait quand même des photos de moi par les photographes du coup du jeu qui sont du coup sur leur site et tout. Et je suis très jolie. Voilà. Du coup, j'ai désenquêté dans toute l'Europe et même un petit peu aussi en dehors. J'ai fait du coup de l'observation directe et semi-incognito, c'est-à-dire que les membres de la communauté étaient au courant que je faisais une enquête sociologique sur eux. Les clients et les autres personnes qui venaient ne le savaient pas. J'ai eu aucun entretien. Enfin, si, j'ai eu un entretien, mais avec une autre personne qui ne faisait pas du tout partie. C'était un entretien exploratoire, donc c'était avant que j'arrive dans la maison close. Et du coup, je n'ai pas eu d'entretien à l'oral, en tout cas, ni en visioconférence avec ces personnes-là, mais surtout à l'écrit, via le chat du jeu. C'est des discussions, du coup, qui sont plutôt informelles, pour des raisons que j'explique tout de suite. Il y a 4 raisons pour moi de ce refus de parler de vive voix. Premièrement, il y a la question, en tout cas, du flou légal. Les modes, du coup, c'est interdit. Donc, du coup, si on en parle trop ouvertement, il y a le risque de bannissement. Ensuite, il y a la question des stigmates. Les joueurs masculins, en tout cas, les joueurs masculins voient la pratique du jeu de rôle sexuel et romantique comme un truc bizarre, malsain, de déviant. Et pour les femmes, c'est quelque chose, ça reprend en mode, en fait, c'est des hommes qui jouent des femmes en mode marionnette sexuelle, c'est super fétichisant, c'est super sexiste. Donc il y a ces 2 points de vue qui s'opposent et du coup qui font du coup que c'est des communautés qui sont très stigmatisées. Il y a aussi la question de la sécurité. J'avais du coup une enquêtée qui m'avait raconté que ces lieux-là, c'était une façon, on va dire, de ne pas se faire agresser. C'est-à-dire que dans la vraie vie, si elle sortait et elle avait peur de se faire agresser, elle s'était déjà fait agresser plusieurs fois. Et ces lieux-là, festifs en tout cas, c'était une façon de se mettre en sécurité. Mais c'est aussi une façon aussi de se cacher. Parce qu'aujourd'hui, on peut savoir à quoi nos amis jouent de diverses façons. Et le fait de participer à des jeux de rôle sexuels et romantiques, déjà, ça peut outer des personnes. Et surtout, ça peut les stigmatiser aussi auprès de leurs proches. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que Final Fantasy XIV, c'est un MMO d'aventure, donc on s'y attend pas du tout que derrière ça, il y a autre chose. Par exemple, moi-même, ça fait 8 ans que je joue à ce jeu, j'ai découvert ça il y a 3 ans. Et je n'en avais aucune idée, donc c'est vraiment caché. Et ça permet du coup de ne pas se faire outer, et du coup, ça rejoint aussi la sécurité, du fait que si on n'est pas outé, on se sent aussi plus en sécurité. Donc, maintenant, je vais parler un peu plus de la question de l'expérimentation de genre et du coup de la question de la transition virtuelle avec un cas précis, le cas de Christy, qu'on va voir juste après. Du coup, le jeu de rôle romantique et sexuel, en tout cas la maison close, c'est déjà un prétexte. C'est-à-dire que, oui, il y a des questions de relations sexuelles tarifées, mais en réalité, c'est surtout un prétexte pour expérimenter, que ce soit sa sexualité, pour rencontrer des gens et pour avoir des relations sociales. C'est un prétexte. Il y a plein d'autres maisons qui sont dans ce style-là, qui ne sont pas du tout des maisons closes. Il y en a, ils vont reprendre des boîtes de nuit, d'autres des cafés. Et tout ça, ça a toujours le thème du jeu de rôle et du jeu de rôle sexuel. Mais c'est un prétexte du coup. Ensuite, moi, la façon dont j'ai vu les avatars et la façon dont je comprends la façon dont ils sont joués par les joueurs et les joueuses, pour moi, ça me rappelle Goffman, avec la mise en scène du quotidien. Où en fait, il disait que la façon dont on se présente aux gens, nos interactions, elles sont le fruit de notre personnalité, certes, mais aussi du contexte social dans lequel on est. Et pour moi, le jeu vidéo et le jeu de rôle surtout, c'est un peu la même chose, parce que les personnes m'ont indiqué que leur personnage qu'ils s'inventaient, qu'ils jouaient, n'était jamais vraiment différent de qui ils étaient vraiment, ou de ce qu'ils aimeraient être vraiment. Donc du coup, pour moi, c'est comme si l'avatar était un masque social qu'ils mettaient dans un contexte précis. Et du coup, dans le cas de Christy, qui est du coup à gauche, Christy, dans Final Fantasy XIV, dans le jeu, c'est une prostituée du bordello d'Aurora. Elle joue un avatar féminin et elle se revendique bi-pansexuelle avec une préférence quand même pour les femmes. Dans le monde réel, Christy, c'est quelqu'un de gender fluide, de 30 ans, qui travaille dans le milieu informatique. Il est britannique. Enfin, elle est britannique, je préfère la genrer au féminin parce qu'elle se revendique au féminin quand je discute avec elle. À savoir, Christy ne s'est pas tout de suite présentée. Enfin, j'ai parlé à plusieurs mois d'intervalle et la façon dont elle décrivait son identité de genre a changé, en fait. Au début, c'était vraiment la question de « je suis un homme, mais je me sens plutôt gender fluide, en fait ». Et du coup, FF, Final Fantasy XIV, c'est un moyen, en fait, d'exprimer cette femme en moi.
Et après, c'était plutôt une question de « j'aurais aimé être née femme ». Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu 2 citations. 100 FF14, c'est l'abréviation de Final Fantasy XIV. Pour exprimer la femme en moi, je ne sais pas comment je pourrais supporter. Et j'ai rajouté pour le bien de la traduction de ne pas pouvoir exprimer cette femme en moi dans le monde réel. Et plus tard, c'était pour moi, c'est très important. Si j'avais pu choisir mon sexe à la naissance, j'aurais été une femme. Il y a plein de choses que je veux dans la vraie vie qui sont uniquement pour les femmes. J'aime les vêtements mignons, le maquillage, les ongles. Dans Final Fantasy, je peux exprimer tout ça. C'est un exutoire. Cela m'offre un peu d'aide psychologique. Donc, il y a eu un discours, en tout cas, sur son genre qui a changé entre-temps, et du coup, du besoin, en tout cas, de l'expérimentation du genre dans le jeu vidéo pour combler quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir dans le monde réel, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie aux travaux de Bobassi, qui a écrit Transfuge de sexe, et il parlait notamment que la transition de homme à femme, donc pour les femmes transgenres, c'était un déclassement social. C'est-à-dire qu'on passe de la classe dominante homme pour aller à la classe dominée femme. Et du coup, avec ce déclassement, il y a énormément de violences sexistes, transphobes, des violences institutionnelles, agressions. Ça peut prendre en fait énormément de formes. Du coup, c'est un déclassement qui est violent. Et du coup, il y a un besoin de se sentir en sécurité quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément transitionner parce que c'est très dur. Surtout avec notamment notre actualité européenne actuelle, il y a une vraie régression des droits des personnes LGBTI+, mais aussi des droits des femmes aussi en général. Et pour ça, les femmes trans, c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'elles sont à l'intersection de 2 oppressions différentes. Donc ça peut expliquer, voilà. Du coup, ce besoin en tout cas d'aller sur le jeu, et ce besoin même très vital finalement d'être sur ce jeu pour exprimer cette part de féminité, en tout cas cette identité de femme. Et du coup, pour la questionnement du genre, c'est que je voulais faire un petit comparatif avec d'autres personnes qui sont dans cette maison close-là, et à quel point, en fait, leur parcours sur leur questionnement de genre est totalement différent des uns et des autres. Du coup, je vais prendre le cas de Maleni. C'est une cliente qui est aussi en relation intime, dans le jeu uniquement, avec Aurora et Maddy, qu'on va voir juste après. Dans le jeu, en tout cas, Maleni, elle est bi et pansexuelle, et elle joue une femme. Dans le monde réel, Maleni, c'est un homme de 47 ans qui est DJ. Il est britannique aussi, il est marié à une femme, il a 2 filles avec elle. Maleni décrit son quotidien comme étant malheureux, parce qu'il est malheureux dans son mariage. Il attend que ses filles soient majeures pour divorcer et partir. Il y a une notion un peu floue que peut-être il y a des abus dans son couple, mais je ne pourrais jamais en savoir plus. Il a refusé de m'en parler. Et du coup, Maleni se décrit pas vraiment comme un homme hétéro. Bien qu'il ait toujours eu des relations avec des femmes, il se décrit plutôt comme un homme bisexuel, mais qui n'a jamais pu expérimenter de sexualité avec des hommes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le jeu, du coup, quand on revient à qui il joue une femme, et surtout, il est en relation intime avec 2 autres femmes, avec Aurora et avec Maddy. Du coup, se pose la question de qu'est-ce qu'il expérimente vraiment. Est-ce qu'il expérimente du coup une homosexualité? Oui, mais une homosexualité de femme et femme. Pas de lui homme avec un autre homme. Du coup, il n'a pas du tout de questionnement, lui, sur une potentielle transition. Dans un autre cas, du coup, Maddy, qui est dans Final Fantasy, joue une femme qui est manageuse du coup du bordello d'Aurora et qui est en relation avec Maleni. Dans le monde réel, Maddy, c'est une femme également qui est lesbienne et qui a 29 ans. Elle est au chômage actuellement. Elle est allemande et elle travaille dans le milieu informatique avant son chômage. Et elle va performer, on va dire, elle va expérimenter autrement le genre féminin. Pour elle, le jeu, ça va être un moyen en fait de pouvoir expérimenter d'avoir une féminité qu'elle ne peut pas s'autoriser dans le monde réel. Elle aime les froufrous, les beaux ongles, mais dans le monde réel, elle ne peut pas se les permettre. En tout cas, ce sont qu'elle ne peut pas se les permettre. Et du coup, ça va lui permettre en fait d'expérimenter son propre genre d'une autre façon. Et du coup, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que dans un même lieu, il y avait des personnes qui avaient des parcours totalement différents, des expériences totalement différentes, et avec un questionnement différent sur leur genre. Et je trouve que ça détonne un peu des fois avec des associations que moi-même j'avais pu rejoindre de personnes LGBT, où en fait on se retrouvait des fois avec des personnes qui avaient quand même bien avancé sur leur questionnement, ou des fois qui avaient carrément fini leur questionnement. Et du coup, c'est un endroit en fait très riche de personnes avec des parcours totalement différents, des points de vue différents, et à des points différents de leur vie. Et du coup, pour conclure, ce que je voudrais conclure, c'est qu'il y a un intérêt, notamment dans l'étude de genre, à aller du coup dans ces endroits-là, d'aller dans les MMORPG, parce qu'on a accès à des individus qui des fois sont avant leur parcours de transition, qui des fois sont pendant en réflexion, des fois pendant, des fois après. Et du coup, c'est
là où, en fait, en sociologie, de ce que j'ai beaucoup lu, c'était des personnes qui avaient déjà transitionné ou qui étaient vers la fin de leur transition. En fait, là, on a un point de vue sur un autre moment, un moment avant. Et du coup, sociologiquement, je trouve ça extrêmement riche. Et mes directeurs de mémoire aussi. Voilà. Et du coup, je conclus, j'ai mobilisé beaucoup de références et du coup, oula, si vous la voulez, voilà, ici. Et sinon, merci, j'ai pas mis merci, mais j'ai fait une très belle image. Voilà, merci. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions. Déjà, merci pour ta présentation. Est-ce que tu penses que ce que tu as observé peut s'appliquer aussi dans d'autres types de jeux que les MMORPG? En fait, ça s'applique partout. En fait, j'ai découvert une autre facette vraiment comme ça. C'est-à-dire que du coup, je suis partie du coup parce que j'ai découvert sur Final Fantasy XIV, mais du coup, j'ai découvert sur un autre jeu World of Warcraft. Puis en fait, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient ça dans des jeux, par exemple, je pense que vous voyez pas, mais Dead by Daylight, un autre jeu plutôt enfin, de survie très huis clos, dans Fortnite aussi. En fait, j'ai découvert qu'il y en avait partout. Donc, en fait, ça peut s'appliquer, oui, je pense, à d'autres jeux. Mais après, avec peut-être moins de liberté. Après, j'en sais rien en vrai. Peut-être moins de liberté. En fait, c'est pour les MMO, je vois. Pour les autres types de jeux, je ne sais pas, mais ça existe. Ça, c'est sûr. Tu as dit que les joueurs étaient principalement des hommes dans la vie réelle. Et donc, est-ce qu'ils peuvent détourner ou entraver les espaces queer affirmés comme le bordello? Alors, c'est un peu complexe. On va dire que moi, de ce que j'ai pu observer, parce que dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'hommes et j'ai joué beaucoup avec des hommes. Et en vrai, la façon dont il décrivait ces endroits-là, une fois, il m'avait emmené, j'avais rien compris à ce qui s'était passé. Et du coup, il y avait cette espèce de curiosité un peu bizarre, un coup de dire, ah, ils font des trucs bizarres. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé, je pense pas que vous connaissez, mais c'était un épisode d'une série à l'ancienne des années 2000 qui s'appelait Queer as Folk. Et dans un épisode, il y a la Pride et il y a les collègues de boulot d'un des personnages qui est encore dans le placard qui vont à la Pride pour se moquer, en fait. Et ça m'a rappelé un peu ça. En fait, on vient pour se moquer, pour juger les déviants, les pas normaux. Et du côté, en tout cas, des joueurs masculins, c'est ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est assez intéressant, c'est celui des agents de sécurité. Il y a des vrais agents de sécurité dans cet endroit qui s'assurent que personne n'harcèle autrement, que les consentements sont bien respectés, mais aussi qui s'assurent qu'il n'y ait pas des gens bizarres qui vont ensuite reporter ou faire en sorte que les autres se font bannir. Donc en fait, il y a un rôle assez intéressant dessus, sur ce qu'ils font et sur comment finalement ils arrivent à détecter les gens qui, ça se voit, ils font pas partie de ça ou ils ont des mauvaises intentions. Je voulais savoir quel rôle tu avais dans le bordel. Alors, au début, j'étais vraiment observatrice, et c'est-à-dire je me mettais dans un coin du bordel et j'observais, je regardais les interactions. Très vite, on est venu me voir parce que les gens sont très interactifs. Ils viennent nous voir. Donc, un moment, pour avoir un peu la paix, je suis allée jouer au poker. Et après, du coup, j'ai commencé un peu à tester des trucs avec eux. C'est-à-dire que je me souviens des cours de théâtre que j'avais en improvisation, notamment, on disait il faut toujours dire oui à la proposition de l'autre. Et du coup, j'ai décidé d'avoir cette technique-là pour mon observation, c'est-à-dire que s'ils commencent une interaction avec moi, je vais aller dans leur sens, je ne vais pas leur couper. Et au fur et à mesure que j'allais dans leur sens, eh ben, plus j'avais accès à des informations de leur part. Et c'est pour ça qu'à la fin, non seulement j'ai fini par être très intégrée, mais ils venaient eux-mêmes me voir, ils venaient eux-mêmes me voir pour me demander où j'en étais, de quoi j'avais besoin, si je pouvais, ils voulaient carrément que je leur pose des questions. On me demandait, viens me poser des questions. Et en fait, plus le temps passait, et du coup, j'étais sociologue, mais j'étais aussi un espèce d'objet de curiosité aussi, parce qu'ils ne comprenaient pas que je puisse m'intéresser à eux et à elles. En fait, ils ne comprenaient pas. Et du coup, il y a eu beaucoup d'échanges, et il y a eu beaucoup d'affinités aussi, parce que je suis encore en contact avec ces personnes-là. Je viens leur rendre visite de temps en temps ici. Donc, en fait, c'est vraiment une relation qui s'est construite. Et surtout, c'est dans cette relation-là que j'ai pu avoir des informations. Parce que si j'avais resté vraiment uniquement sociologue, sans jamais participer vraiment, que ce soit à des séances de flirt ou même à des petits événements de danse ou autres, je pense que j'aurais accès à pas grand-chose. J'ai une question sur la proportion d'hommes qui jouent des femmes. Est-ce que c'est spécifique à Final Fantasy XIV ou ça peut être retrouvé dans d'autres MMORPG? Si c'est spécifique, comment peut-on comprendre ça? Je pense pas. En fait, quand Berry il avait fait son étude, il se basait sur un autre MMORPG, c'était World of Warcraft. Et surtout, ça date de 2011. Quand j'ai essayé de trouver des statistiques un peu plus récentes. En fait, j'ai trouvé des statistiques des syndicats de CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs.
Et eux, pour eux, c'était non, mais c'est un peu 50-50. Sauf qu'ils reprenaient pour tous les jeux, pour tous les types de jeux. Et forcément, quand on prend tous les types de jeux, bah oui, c'est 50-50. Du coup, j'ai pas d'informations précises sur aujourd'hui qui est la population qui joue aux jeux vidéo. L'année dernière, je travaillais sur les femmes justement dans les MMORPG et notamment pourquoi elles prenaient le rôle de soigneuse. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de femmes, en fait, elles sont présentes, mais elles sont peut-être pas, elles se montrent peut-être moins que les hommes, ou alors elles vont adopter des codes d'hommes. Et je crois que c'était, non, c'était pas mais c'était une personne qui en avait discuté de comment qu'elle se faisait passer pour un homme dans les jeux, parce que comme ça, elle avait la paix. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant aussi, parce que c'est un autre auteur, c'était Marty, et il parlait du fait que les hommes, quand ils jouaient des avatars féminins, ils adoptaient le même style de jeu que les femmes. Aussi, vous montrez des relations lesbiennes, mais y a-t-il des relations gays? Il y en a. Alors, dans le bordello, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de prostituées hommes. Mais dans d'autres, j'en avais visité d'autres, il y en a. Et surtout, il y a 3 avatars hommes, en tout cas, au moment de mon enquête, qui travaillaient dans le bordello, et 2 étaient en relation homosexuelle. Ils n'ont jamais voulu me parler expressément, mais ils étaient en relation, en tout cas, ils étaient toujours collés, et ça se voyait qu'ils se faisaient des papouilles virtuelles. Est-ce que vous aviez un protocole de sécurité? Comme pour n'importe quelle enquête, on peut nous mettre à une place qui existe déjà, comme client, serveuse, voire prostituée. Est-ce que vous aviez des garde-fous de sécurité, notamment en disant que vous refusiez certaines choses? Bah, j'ai été très claire sur le fait que non, j'allais pas avoir de relations sexuelles ou que j'allais pas sortir en couple ou me mettre en couple avec qui que ce soit. Que oui, le flirt c'est très sympa, mais ce qui est intéressant, c'est que les garde-fous, c'est avant même, j'ai même pas eu besoin de mettre en place mes limites. Eux-mêmes sont venus s'assurer, en tout cas, que tout allait bien. C'est-à-dire que plusieurs fois, on est allé s'assurer de mon consentement dans les flirts. Et notamment, bah, d'ailleurs, ça va être une autre partie de mon mémoire, c'est-à-dire que souvent, c'est venu s'assurer, en tout cas, que j'allais bien, que tout allait bien pour moi. Et je parlais, bah, du coup, oui, très sécurisant. Et du coup, je leur parlais, bah, c'est super, c'est très sécurisant, mais c'est surtout que ces personnes-là vont développer cette conscience du consentement et ce besoin de le développer et de s'assurer que tout le monde puisse être consentant et être bien parce qu'ils ont été abusés dans de précédentes parties de jeux de rôle dans ce jeu-là. Donc, et du coup, je pense aussi qu'il y avait peut-être aussi une volonté de me protéger en tout cas, vu que j'étais la chercheuse aussi, de s'assurer que ça se passe bien pour moi. Parce qu'il y a vraiment cette peur, quand j'ai dit que j'ai dû négocier avec Aurora, j'ai vraiment dû expliquer que non, j'allais pas dépeindre une réalité mauvaise ou quoi, parce que c'est déjà très stigmatisé. Il y a cette peur en tout cas que je stigmatise aussi cette pratique-là. Nous souhaitons remercier Anaëlle Goujon d'avoir accepté que nous enregistrions son intervention. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.